Je propose que nous lancions le panel. Donc, je prendrai le temps de vous présenter nos deux panélistes, puis ensuite, on lancera la discussion. Excellent. Donc, commençons par monsieur à ma gauche, c'est-à-dire monsieur Franz André. Militant pour la défense des droits humains, Franz André a étudié en ressources humaines, en gestion des données et en finance. Il a l'expérience de plus de 20 ans en gestion exécutive dans la restauration. Passant du monde corporatif à l'engagement citoyen, Franz André a mis ses compétences au service des comités d'usagers d'établissements de santé, des Olympiques spéciaux du Québec et des organismes de solidarité avec Haïti. Il est devenu, en 2013, membre fondateur du Comité d'action contre la décision 168-13 de la République dominicaine. Depuis 2015, il est membre du Comité d'action des personnes sans statut, organisme militant principalement pour les demandeurs d'asile d'origine haïtienne. Il est une des figures de proue à Montréal qui demande au gouvernement haïtien de rendre des comptes sur la dilapidation de 4 milliards de dollars américains du programme Petro-Caribe qui devait servir à mettre des programmes sociaux en place et rebâtir Haïti post-séisme. Depuis 2017, la défense des droits des personnes sans statut et demandeurs d'asile est son quotidien. 7 sur 7 et souvent 24 heures par jour. Il voit à leur accompagnement et leur représentation bénévolement et fait le lien avec les avocats ayant appelé leur cause. Le 26 juin 2020, la députée Paul Robitaille l'a honoré de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour son travail pour la cause des anges gardiens en quête d'un programme de régularisation menant à la résidence permanente. Il siège sur différents conseils d'administration ayant une mission à vocation sociale. Monsieur André, merci d'être avec nous ce soir. Nous avons également l'honneur d'accueillir un conseiller municipal, soit M. Philippe Thermidor. Un petit instant, il faut que je retrouve la bio. D'applaudissements, excusez-moi. Merci. Donc, M. Thermidor, originaire d'Haïti, s'est installé à Montréal-Nord avec ses parents à l'âge de 17 ans. Très tôt, il s'est impliqué dans sa communauté, notamment à travers le Forum jeunesse de Saint-Michel. Ce premier engagement bénévole lui a permis d'intégrer des valeurs profondes comme le vivre ensemble, l'entraide et la solidarité, des principes qui continuent de guider son parcours. Animé par un profond amour pour la jeunesse et déterminé à faire entendre sa voix, Philippe a choisi de s'investir en politique. Élu en 2021, il s'est donné pour mission de défendre des enjeux essentiels tels que l'inclusion, l'éducation et l'amélioration de la qualité de vie pour tous, peu importe l'âge ou le milieu. Parmi ses réalisations, Philippe a été lauréat d'une bourse du Fonds 1804 en 2015 pour la persévérance scolaire. Récipiendaire du prix de la relève comme modèle inspirant dans la catégorie implication politique à la 15e édition du Gala de reconnaissance du regroupement Jeunesse en action. Porte-parole de la Journée internationale de la jeunesse de la Maison d'Haïti 2023. Conférencier lors de plusieurs activités dans les milieux communautaires, dont ce soir. Porte-parole de la 2e édition du Festival Jeunesse en Action Montréal G-Hip-Hop. Titulaire d'un diplôme en sciences humaines du Cégep de Maisonneuve, il a poursuivi des études universitaires à l'Université de Montréal. Il a obtenu un baccalauréat en littérature française ainsi qu'un certificat en droit. En parallèle de son rôle politique, Philippe travaille également comme conseiller en sécurité financière, une façon pour lui de continuer à accompagner les gens dans leur avenir. Merci beaucoup, Philippe Thermidor, d'être avec nous. Donc, pour lancer la discussion, j'aimerais vous poser une question assez générale, en fait. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer socialement, à vous impliquer qu'est-ce qui vous a amené à l'engagement citoyen, essentiellement? Je vais laisser la jeunesse pour commencer, parce que tout à l'heure, on a parlé des jeunes, on n'a pas parlé des moins jeunes. Parce que vous êtes jeune, mon cher. Moi, j'allais dire qu'il faut commencer par la hiérarchie, pour expliquer la hiérarchie. Mais c'est une très bonne question. D'abord, je tiens à saluer chaque personne qui a fait le déplacement, les jeunes qui sont là. Et j'en ai vu des visages que je connais, Jefferson, il y en a un qui était là, Bachar, Samantha aussi qui vient de sortir, qui était candidate aussi aux dernières élections municipales. Alors, merci de faire le déplacement, merci de réclamer votre présence, parce que je dis souvent on va dire qu'il faut que les jeunes prennent la parole, mais il faut commencer d'abord par demander on veut notre place à la table. Donc c'est important parce que rien ne peut remplacer votre présence et
quand vous assumez votre présence, ça envoie déjà un message. Comme s'il y avait juste des chaises vides ici, c'est sûr que ça enverrait un autre message que le message que je vois ce soir avec cette salle qui a beaucoup de jeunes qui sont là. Alors bravo déjà de vous être impliqué. Ce qui m'a poussé à m'impliquer socialement, je dois dire que quand j'ai déposé mon sac pour la première fois à Montréal-Nord, puis avec mes parents, ben, j'utilisais toujours les services, que ce soit bibliothèque, j'avais la vie comme tout autre jeune de mon arrondissement. Donc, j'allais à l'école, etc. Puis, j'avais des amis aussi qui, je peux pas dire qu'ils étaient moins chanceux que moi, mais qui avaient des difficultés et que moi, je ne pouvais pas nécessairement aider. Puis à ce moment-là, je me sentais un peu impuissant de ne pas être capable de venir en aide à un ami. Je ne connaissais rien, aucun service. C'est-à-dire, oui, j'allais dans la bibliothèque, mais les organismes communautaires qui pouvaient aider les jeunes, tout ça, fait que je n'avais aucune connaissance de ça. Puis j'avais mon vis-à-vis qui, malheureusement, les parents ne sont pas présents. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent expliquer pourquoi un jeune passe plus de temps dans la rue que chez lui. Donc, c'est ça qui m'a poussé à m'impliquer socialement pour pouvoir aider mes comparses, mes confrères et aussi aider les jeunes à avoir cette place à la table. C'est souvent très difficile. On voit que le paysage politique est un peu désertique de jeunes. On ne voit pas beaucoup de jeunes en politique. Mais moi, je dis il faut qu'il y ait une place pour les jeunes. La place est là, personne ne va la prendre. Si on ne le prend pas nous autres en tant que jeunes, ben, ça va être une place vide. Alors, il faut aller chercher cette place-là, il faut la prendre, mais pour la prendre, il faut qu'il y ait une autre personne qui nous dise, ben, il y a une place pour toi. Donc, c'est tous ces enjeux-là d'accessibilité, de difficultés que j'ai vues avec mes propres comparses à l'école, etc., qui m'a poussé à m'impliquer pour pouvoir faire une différence. Très intéressant, merci. Et vous, M. Henry? Bien, merci pour la conférence, merci d'être venu. Donc c'est terminé, je m'en vais. Bon, alors Franz André, d'origine haïtienne, d'ailleurs fièrement, et je porte toujours mon emblème ici, ça appartenait à mon père. Mon père est décédé en 2015. Mon père est arrivé ici en 1961. Et beaucoup de gens me demandent pourquoi justement je fais ce que je fais. Et moi je reviens toujours, et d'ailleurs j'en ai parlé un peu à Philippe, à savoir qu'est-ce qui m'a amené à être au Canada. Et il faut retourner aussi loin que ça. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui a amené ses parents à venir au Canada? Il a dit pour avoir une meilleure qualité de vie. Mais pourquoi on a une meilleure qualité de vie? On veut avoir une meilleure qualité de vie. Qu'est-ce qui fait que nous ne l'avions pas dans notre pays? Et depuis quand que nous ne l'avions pas dans notre pays? Et j'en ai parlé avec notre ami Moustapha, à savoir que Haïti, pour ceux ou celles qui le savent, c'est quand même le premier pays indépendant qui a aboli l'esclavage. Et depuis quand sommes-nous indépendants? Bien, ça a été peut-être juste pour une journée. Nous n'avons pas accompli notre indépendance. Dès le départ, aussitôt que nous avons pris cette indépendance, on a commencé à nous étouffer. On nous a rançonné, ce qu'on appelle aujourd'hui une double rançon. On nous a imposé une dette de l'indépendance pour pouvoir payer aux colons qu'on avait chassés le fait qu'on leur a enlevé leur terre et leur bien-être. Alors, 500 000 $ d'écus d'or aujourd'hui équivaut à 150 milliards de dollars en retombées économiques. C'est ce qu'on réclame présentement. On réclame que nous soyons remboursés, donc la restitution de la dette et aussi réparation pour nous avoir étouffés depuis 1804. Parce que ce que nous vivons ici avec cette migration d'Haïtiens, nous sommes presque 200 000, peut-être qu'on est autour de 200 000, on parle de différentes descendances, ça part de là. Et par après, donc on a pris notre indépendance en 1804, mais il y a eu l'occupation américaine. En 1814, ils sont venus chercher nos réserves d'or dans notre banque nationale, réserves d'or qui sont présentement, qui ont permis de fonder la Citibank aux États-Unis. Donc, nous avons contribué à cette richesse aux États-Unis, donc Donald Trump nous doit beaucoup. Nous sommes un pays appauvri. Nous étions quand même le pays qui donnait le plus de revenus à la France. La Tour Eiffel a été bâtie sur notre dette. Alors, nous avons contribué non seulement à établir un mouvement anti-esclavagiste, mais nous avons créé de la richesse pour autres, sauf que la nôtre. Donc, nous avons donc été occupés de 1915 jusqu'en 1934. Ils ont établi, les Américains ont mis une force militaire
qui jusqu'à présent, sous différentes formes, continuent à accomplir ce qu'ils veulent, à savoir de nous humilier pour l'affront que nous avons fait mondialement. Pour ceux ou celles qui ont suivi un petit peu ce qui arrive présentement au Venezuela avec Nicolás Maduro qui a été kidnappé. Nous avions été kidnappés, il y avait Jean-Bertrand Aristide qui était un de nos présidents, qui était le premier et peut-être le seul qui avait demandé la restitution de la dette et la réparation. Bon, il y a eu un coup d'État qui a été planifié ici en 2003 par, entre autres, Denis Coderre, Denis Paradis sous le gouvernement de Jacques Chrétien. Ils avaient décidé que cet affront que nous avions fait, non seulement en l'indépendance, mais la demande de restitution de Jean-Bertrand Aristide ne pouvait pas être acceptée. Et ils se sont engagés depuis notre indépendance à nous faire souffrir pour pouvoir marchander avec d'autres pays, entre autres Martinique, Guadeloupe, d'autres pays africains, qui essaieraient d'avoir cette indépendance. Mais vous voulez ça, bien regardez Haïti. Et économiquement, Haïti est toujours utilisé jusqu'à présent comme exemple à ne pas avoir. Exemple, compagnie Gildan, une compagnie québécoise qui fait de la sous-traitance en Haïti pour faire des vêtements. Ils ont aussi une division au Mexique. Les employés mexicains voulaient demander une augmentation de salaire. Alors Gildan a dit, écoutez, oui, pas de problème, faites une manifestation, on ferme le plan ici et puis on va en Haïti, ça nous coûte 2 fois moins cher. Alors ça, c'est l'exemple qui est donné et jusqu'à présent, avec notre cher ami Donald Trump, qui a qualifié d'Haïti de shithole. Chez nous, on appelle ça une latrine. Ils ont creusé la latrine, et excusez-moi si je vais sembler vulgaire, mais j'aime dire les choses comme elles sont, parce que j'ai cette indépendance avec 2 comités et plusieurs autres comités sur lesquels j'ai le droit de parole et personne ne viendra m'enlever des subventions. Donc je dis les choses comme elles sont, et des fois pour choquer. Alors, ils ont creusé le shithole, excusez-moi, et ils chient dedans. Et ils nous chient dessus. Alors, vous les jeunes qui sont arrivés ici, et si vous êtes d'origine haïtienne, je parle pour vous, mais je suis certain, si vous n'êtes pas d'origine haïtienne, vos pays vivent la même réalité. Et il faut en parler d'où on vient pour pouvoir mieux comprendre où nous sommes et où nous allons. Très bien. Alors, Haïti présentement est encore sous occupation. On parle d'un pays complètement dysfonctionnel, que les Haïtiens ne savent pas se gouverner, etc., et qu'il y a des gangs. Il n'y a pas de gangs en Haïti, il y a des mercenaires. Ce sont des gens qui agissent pour l'international, dont le Canada en fait partie. Pour les Américains, la France, il y a 9 pays et organisations qui présentement, supposément, organisent des élections en Haïti, mais c'est des sélections en Haïti. Et nous l'avons vu en 2010, entre autres, quand Michel Martelly a été choisi comme président, un vagabond misogyne qui, naturellement, même durant sa présidence, traitait les femmes, excusez-moi le mot, d'une manière complètement irrespectueuse. Notre organisation Solidarité Québec-Haïti avons pris, et puis c'est là que je vais vous parler de votre force. Nous avons pris une action qui est que la première sanction internationale que Michel Martelly a eue, c'est nous qui lui avons donné ici au Canada. On l'a empêché en 2019 de rentrer et faire ce spectacle le 22 mars. Et c'est une action de petits groupes mobilisés et qui étaient conscients de leur pouvoir qui font qu'on l'a empêché de rentrer. Donc c'était sa première sanction internationale et à ce jour, il est persona non grata. Au point que l'insulte qu'on lui a donnée fait que monsieur a fait des menaces. Entre autres, je peux parler en Haïti. Mes enfants ne peuvent pas parler en Haïti. Et il y a des agents ici au Canada qui continuent à soutenir des forces comme le Canada, la France, pour déstabiliser notre pays et nous imposer leur dictat. Alors, nos actions des diasporas de l'extérieur, vous qui sont l'avenir de vos pays, dans un autre pays, vous avez un pouvoir. C'est là que je vais parler un peu tout à l'heure de mon pouvoir. Donc, je suis un produit du duvalierisme. Je suis né en 1955, donc j'ai 25 ans. Et comme vous pouvez le savoir, j'avais l'âge de 10 ans. J'ai souffert sous le duvalierisme. J'ai été battu pour simplement avoir brisé la photo de Duvalier qui nous exigeait d'avoir des photos dans nos maisons, à plusieurs endroits, salons et autres. C'était leur manière d'évaluer, puis quand je dis leur, on parle des militaires, les Totomaco qui étaient une milice que Jean-François Duvalier avait mise en place. On venait visiter nos maisons pour voir s'il y avait des photos. Et s'il n'y avait pas de photos, bien, on était pénalisé. On appelle chez nous, dans le temps, on était des camoquins. Les camoquins étaient un médicament contre le paludisme. François Duvalier était un médecin
Donc, les Camoquins, c'était sous-entendu des communistes. Et puis, c'est de longues histoires, mais je ne ferai pas l'histoire de Cuba, ici, etc. Mais prenez conscience que vous avez un pouvoir. Je fais partie de petits groupes qui ciblent et j'ai développé à certain moment une petite conférence qui s'appelle « Opportuniste et fier de l'être ». Parce que chez nous en Haïti, quand on parle d'opportuniste, on dit que c'est quelqu'un qui profite des autres. Tandis que l'opportuniste dit que vous avez une petite fenêtre d'opportunité, que si vous ne prenez pas l'action maintenant, vous n'aurez jamais cette possibilité de prendre. Un de mes patrons, à un certain moment, a voulu que j'accepte le meilleur poste de ma carrière. Et dans le temps, je n'étais pas prêt à quitter Montréal pour aller travailler à Toronto. Mais ils ont envoyé un consultant en 8 fois. Franz, il faut que tu acceptes. Franz, il faut que tu acceptes. Et à un certain moment, là, c'était Franz, c'est soit que tu montes dans le train aujourd'hui, il ne passera jamais dans la gare demain. Alors j'ai accepté, puis j'ai compris après pour quelle raison. Mais j'ai eu une opportunité, et cette opportunité m'a fait que j'ai très bien travaillé dans ma vie. Mais à quoi? Au détriment de mes valeurs. J'ai travaillé dans les hautes sphères, ok, j'ai fait beaucoup d'argent, mais j'ai perdu mon humanité. Ouais, ça c'est très intéressant, dans le fond, les valeurs et comment elles guident l'engagement, en fait, donc on y reviendra. Mais juste prendre le temps de souligner que je vois quand même un fait constant dans tout ce que vous avez dit tous les deux là, quant à ce qui a allumé la flamme de l'engagement en vous. Et c'est en fait votre vécu, tout simplement. Donc que ce soit le vécu au sens plus large, disons, le legs de l'histoire de son pays et tout avec Haïti, ou encore le vécu pendant l'enfance et ce qu'on constate dans son environnement, avec ses amis et tout ça. Donc, dans les deux cas, vous avez voulu répondre à des problèmes que vous avez identifiés, là, qui sont liés directement avec votre vécu, avec votre identité aussi. Donc, merci pour le partage. J'aimerais passer à la prochaine question.